Je vais commencer dans un premier temps par me présenter et vous présenter Custplace pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Donc moi, je suis Thibaut Druet, je suis le responsable commercial de chez Custplace. Nous sommes une plateforme SaaS de gestion des avis, mais de manière plus générale de gestion de l'e-réputation et aussi de gestion de la visibilité en ligne. On intervient autour de 4 grands piliers. Le premier étant le review management, c'est-à-dire la gestion des avis et la gestion surtout des avis existants. Notre plateforme permet de centraliser vos sources d'avis tierces. Et puis, nous intervenons aussi sur la partie feedback et brand management qui permet en français de mettre à disposition des outils pour être proactif dans la démarche, pour collecter des avis et des retours auprès de ses clients. Et enfin, pour les réseaux d'établissements, nous proposons ce que l'on appelle le presence management, c'est-à-dire la gestion lorsqu'on a un réseau avec plusieurs magasins ou plusieurs agences, la gestion de ces fiches établissements, le fait de pouvoir les optimiser et les multidiffuser sur un éventail de portails partenaires. Nous gérons les 4 catégories d'avis qu'il existe selon nous, à savoir les avis de la marque au niveau global, les avis au niveau local des établissements, donc magasins ou agences, les avis des produits, plutôt lorsqu'on est un e-commerçant, et enfin les avis des salariés, les avis des collaborateurs. C'est un sujet relativement émergent, mais de plus en plus visible sur les moteurs de recherche. Lorsqu'on tape le nom d'une marque avec avis derrière, nous avons de plus en plus des plateformes d'avis salariés qui ressortent et aujourd'hui, ça fait partie de l'e-réputation. Voilà pour la présentation rapide de Custplace. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et de voir donc notre sommaire de ce matin. Alors, nous allons évoquer dans un premier temps les différents changements. Avant de se projeter sur 2025, on va évoquer les différents changements qu'il y a eu sur 2024, qui sont des changements donc, qui ont été initiés cette année et qui vont, selon nous, perdurer sur 2025. On va notamment évoquer la notion de Google Review Pack suite à la à l'entrée en vigueur du DMA. On en a déjà parlé dans des webinaires précédents, mais je vais y revenir en détail. On va parler des avis sur Apple Plan, on va parler des fiches proposées dans l'écosystème d'Apple, on va parler des pages jaunes, on va parler de l'évolution, et vous allez voir, ça va être hyper intéressant, des usages pour effectuer une recherche sur le web. Tout ça est en train d'être chamboulé depuis 2 ans avec l'émergence de l'intelligence artificielle et surtout des IA dites génératives. On prendra des exemples très concrets dans une deuxième partie et on parlera de nouvelles notions comme le GEO et des nouvelles règles du jeu pour être visibles sur ces IA génératives. Et puis on finira par une partie régulation qui est moins marrante, mais à laquelle est souvent confronté Google. Il y a souvent des attaques, des tentatives de régulation à son encontre. Et on verra que c'est intéressant d'essayer de décrypter, essayer de comprendre pour pouvoir se projeter. Et nous verrons que et puis je ferai une synthèse aussi surtout sur tous les sujets que nous aurons évoqués. Et je prendrai le temps, comme toujours, de pouvoir répondre à vos questions dans le chat s'il y en a. Donc première partie, intéressons-nous aux grands changements qu'il y a eu sur 2024 pour essayer de comprendre finalement ce qui nous attend pour 2025. Je le disais, si vous avez participé à des webinaires précédemment avec nous, on en a parlé plusieurs fois. Il y a eu l'entrée en vigueur d'une norme européenne en mars 2024 qui s'appelle le DMA, le Digital Markets Act, et qui a pour but, je vous le dis dans les grandes lignes, de pouvoir réguler les pratiques anticoncurrentielles des géants sur le web dont fait partie Google. Depuis l'entrée en vigueur de cette norme, on a vu des changements dans le paysage numérique et dans l'écosystème de Google. Google Maps est beaucoup moins visible et beaucoup moins accessible qu'avant. Désormais, vous devez vraiment taper Map dans l'URL pour pouvoir y accéder. C'est la même chose avec Google Flight qui est moins mis en avant quand vous faites une recherche pour trouver un avion, un vol. Et il y a aussi eu des conséquences, et c'est ça qui va nous intéresser pour faire du lien avec la partie avis, sur les fiches établissements, qu'on appelle également les fiches Google Business Profile. Ces changements, vous les voyez à l'écran, on a pris plusieurs cas de figure, et désormais, Google fonctionne plus comme un agrégateur, si vous voulez, d'avis, et va aller chercher plusieurs sources qu'il juge comme légitimes et n'a plus la possibilité de diffuser uniquement ses propres avis. Alors, on a toujours les avis de Google, bien sûr, qui vont être diffusés, mais plus seulement. Vous le voyez dans le premier exemple,
on va retrouver des plateformes de visibilité locale comme les pages jaunes qui concernent, on va dire, tout secteur d'activité, et donc cette source va être reprise également quand vous avez, en tant que marque, en tant que commerce de proximité, des avis sur ce média, eh bien, il y a fort à parier qu'ils soient également repris, au niveau de votre fiche établissement. 2e cas de figure, Google reprend désormais des plateformes dont c'est le métier, comme Cosplace, de pouvoir gérer des avis authentifiés. Et enfin, 3e cas de figure, quand on est présent dans un secteur d'activité, comme celui de l'hôtellerie, du tourisme de manière générale, de la restauration, on va avoir des plateformes spécialisées, qu'on appelle aussi des verticales métiers. Vous connaissez sans doute TripAdvisor et The Fork. Donc si vous avez un restaurant avec des avis sur ces plateformes-là et une fiche Google, il y a fort à parier, que désormais ces avis soient également visibles, sur votre fiche. Donc ça, c'est un réel chamboulement, qu'il y a eu, donc je le disais en mars, 2024, et Google a été obligé de se mettre en conformité avec cette régulation, avec cette norme européenne, au risque d'avoir des sanctions financières assez lourdes. On parle de 10%, d'une amende potentielle de 10% du chiffre d'affaires global, du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise, et donc ce qui peut être conséquent, même quand on s'appelle Google. Autre changement qu'il y a eu depuis fin 2023 et surtout en 2024, c'est l'émergence d'Apple Business Connect. C'est le nouveau service qui a pour ambition de concurrencer les fiches établissements proposées par Google. Apple veut vraiment se positionner comme un acteur majeur aussi de la recherche locale et propose donc désormais des fiches, le même principe que sur Google. Vous avez donc un descriptif de votre établissement avec des photos, des informations, les horaires d'ouverture, etc. Et vous avez aussi des avis. Pour le moment, Apple n'a pas son propre système d'avis comme on peut l'avoir sur les fiches Google. Et donc, il va aller chercher des sources tierces qu'il juge comme légitimes, et nos fameux avis des pages jaunes qu'on évoquait juste avant, eh bien, ça va être la source principale qui va être reprise sur ces fiches établissements. Il y a aussi, si vous êtes dans un secteur d'activité comme celui du tourisme que j'évoquais précédemment, eh bien, vous pourrez voir sur la droite de l'écran, on va plutôt retrouver les avis de plateformes spécialisées comme TripAdvisor, mais de manière générale, on fait des requêtes régulièrement dans plusieurs secteurs d'activité, et dans 90% des cas, ce sont vraiment les avis des pages jaunes qui vont être visibles. Ce qui a surtout changé aussi par rapport à Apple Plan en 2024, c'est la mise en place d'une version web. Jusqu'à maintenant, Apple Plan était accessible uniquement depuis le téléphone, depuis les iPhones, mais désormais, Apple a lancé une bêta, a lancé une version sur ordinateur, et donc vous pouvez accéder, au même titre que Google Maps, pardon, vous pouvez accéder à Apple Plan directement depuis votre ordinateur. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour l'instant, évidemment, Apple n'a pas des parts de marché équivalentes à Google sur ce domaine de la visibilité locale, de la recherche locale. Néanmoins, il y a une ambition qui est pour le coup assez forte. Et quand on connaît le nombre d'appareils actifs Apple dans le monde, on parle de 2 milliards, dont 1 milliard d'iPhone, eh bien, ça laisse évidemment penser qu'il y a une part de vos futurs clients, de vos consommateurs, qui sont présents sur iPhone. Et quand ils mènent une requête d'ordre local, eh bien, ils passent par Apple Plan. Et si vous avez une fiche, évidemment, ce sera plus facile de vous trouver. Autre point intéressant à comprendre par rapport à ça, on va en parler après des assistants vocaux, des assistants virtuels comme Siri. Lorsque vous posez une question à votre téléphone, par exemple, dis Siri, trouve-moi un coiffeur proche de chez moi, ou trouve-moi un restaurant italien dans Paris 11e, eh bien, c'est Apple Plan qui va être lancé automatiquement. Donc, encore une fois, si on n'a pas de fiche, eh bien, on laisse un avantage concurrentiel à ses confrères. Et donc, c'est dommage dans le sens où c'est gratuit, en plus de pouvoir aller créer des fiches sur ce nouveau média. Je voulais vous montrer également ce matin quelques statistiques assez intéressantes. On a mené une étude chez Cosplace, c'est une étude qui a quelques jours, je vous la montre en avant-première. On a posé la question à un panel de consommateurs qui est la suivante: via quels outils vous effectuez vos recherches en ligne? Alors bien sûr, les moteurs de recherche
reste le moyen, le canal principal pour mener sa recherche, puisque 74 des répondants disent effectuer leur recherche via ce moyen-là. Mais on voit d'autres moyens émerger. Alors les réseaux sociaux, rien de nouveau, mais on a quand même une personne sur deux qui nous dit les utiliser pour mener ses requêtes. Et là, vous êtes en train de faire le calcul et vous dites, mais on est à plus que 100%, vous avez raison. C'est parce que dans notre question, il y a plusieurs réponses possibles. Vous avez la possibilité, et c'est ce que tout le monde fait, on effectue ses recherches bien sûr sur les moteurs comme Google ou d'autres, mais on va aussi de temps en temps ou de manière régulière, eh bien, aller faire ces mêmes recherches sur les réseaux sociaux pour comparer. Et aussi désormais sur les outils d'intelligence artificielle générative comme ChatGPT qui est le plus connu, ou encore Gemini, Claude, on va y revenir un peu plus en détail juste après. Donc là, c'est un consommateur sur 4 qui avoue aller également sur ces nouvelles plateformes, sur ces nouveaux outils pour mener des requêtes. Et enfin, je prenais l'exemple, à hauteur de 29%, les assistants vocaux type Siri ou Google Assistant. Donc le fait de poser une question en direct à son téléphone. La deuxième question qu'on a posée à notre panel de consommateurs, c'est pour quelles raisons vous privilégiez vos recherches via l'IA. Et donc la première raison, c'est pour avoir une réponse qui est plus complète. Donc c'est déjà intégré, on a déjà intégré en tant que consommateur qu'on aurait une réponse a priori plus complète en posant la question à un outil, à une IA générative, qu'en passant par un moteur de recherche classique. Ensuite, la deuxième raison, c'est à hauteur de 21%, les consommateurs nous disent pour avoir une réponse en images ou avec du contenu interactif. Alors là, c'est assez étonnant, mais en tout cas, c'est la réponse qui est émise. Donc, a priori, on imagine qu'on aura plus de contenu interactif en passant via une IA générative. En troisième position, on a le fait d'obtenir une réponse plus honnête. 17% des personnes interrogées considèrent que la réponse en passant par l'IA sera plus honnête qu'en passant par d'autres moyens. Ils peuvent considérer que les moteurs de recherche ont parfois un biais et qu'ils vont favoriser finalement certaines entreprises ou certains contenus, peut-être de manière déloyale. Alors, je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est en tout cas ce que pensent 17% des personnes interrogées. Et puis, dans la même proportion, à savoir 17%, eh bien, on pense que l'IA nous connaît mieux, parce que vous le savez, lorsque vous utilisez des outils comme ChatGPT, vous devez vous loguer, vous devez créer un compte. Et il y a un historique qui est conservé, et au fur et à mesure des questions que vous allez poser, l'IA vous connaît, vous appréhende de mieux en mieux, et donc on considère que la réponse sera plus pertinente finalement. Et enfin, à hauteur de 14%, et je vous avoue que je suis étonné, moi je l'aurais mis en première position. En tout cas, moi quand je vais poser une question à une IA, c'est vraiment pour gagner du temps, parce que je vais obtenir une réponse rapide, une réponse synthétique. On va voir des exemples juste après. Et ça m'évite finalement de devoir aller fouiller sur plusieurs sites. Au moins, j'ai la réponse a priori à ma question sur une seule et même page avec une vue complète de l'information dont j'ai besoin. Je vous montrerai encore une fois juste après des exemples très concrets via des screenshots. Alors, en termes de part de marché, qu'est-ce que ça donne au niveau de ces nouveaux acteurs d'intelligence artificielle générative? En premier lieu, on va retrouver ChatGPT qui a 36% de part de marché. C'est pas très étonnant. Donc ChatGPT qui est commercialisé par la société qui s'appelle OpenAI, qui a été vraiment on va dire, la première entreprise à démocratiser l'usage de l'intelligence artificielle générative. Ce ne sont pas les premiers à avoir inventé l'IA, qui existe depuis des dizaines d'années, mais en tout cas, il faut leur reconnaître que c'est eux qui ont été les premiers à démocratiser, et on va voir après dans une proportion assez impressionnante en termes de nombre d'utilisateurs qui ont été gagnés en quelques jours. De très près ensuite, on va retrouver Gemini, qui est l'outil développé par Google, donc qui talonne vraiment à hauteur de 35% de part de marché, qui talonne ChatGPT. Et on va avoir ensuite un autre acteur qui est, à mon sens, très intéressant, qui s'appelle Perplexity, qui est un moteur de recherche cette fois-ci, qui est à la croisée des chemins, qui est vraiment un moteur de recherche basé à 100% sur l'IA générative. Et j'y reviendrai encore une fois en détail juste après, et on verra le lien avec la notion d'irréputation et d'avis. Juste pour montrer peut-être ce graphique que vous avez déjà vu sur la droite de l'écran, je l'évoquais il y a quelques secondes,
le développement exponentiel qu'a eu ChatGPT lors de sa commercialisation, lors de son lancement plutôt. Juste pour mettre en perspective, vous voyez des noms que vous connaissez forcément apparaître, Airbnb, Netflix, etc. Ce graphique montre le temps qui a été nécessaire pour ces grandes boîtes, ces grandes startups, à obtenir le million d'utilisateurs. Netflix, on parle de 3 ans et demi, Airbnb, on parle de 2 ans et demi, Instagram, on parle de 75 jours, et ChatGPT a fait une entrée pour le moins remarquable dans le classement et a permis et a obtenu plutôt au bout de 5 jours le million d'utilisateurs. Donc ça montre vraiment la manière dont les gens s'approprient ces outils de manière exponentielle et évidemment ces stats vont croître et continuer de croître de manière assez impressionnante, puisqu'aujourd'hui aux États-Unis, c'est 68% des Américains qui utilisent les outils d'IA et on prévoit d'ici 2030 que ce soit plus de 240 millions d'Américains, donc plus de 90%. Et donc, ça va vraiment, si vous voulez, bouleverser, en tout cas, c'est ce que nous, on pense, nos usages dans notre quotidien, que ce soit professionnel ou également personnel. C'est là où ça me fait une transition finalement avec ce qui nous intéresse, à savoir votre e-réputation, vos avis par rapport à ce nouvel écosystème digital qui est en pleine mutation et qui introduit donc de nouvelles règles du jeu, comme notamment le GEO. Alors GEO, qui est en quelque sorte le cousin du SEO que vous connaissez, le SEO qui signifie donc Search Engine Optimization, en français, toutes les optimisations en tant que marque, en tant qu'entreprise, que vous allez mettre en place pour obtenir un meilleur référencement que vos concurrents sur les moteurs de recherche traditionnels. Maintenant, le GEO, lui, signifie Generative Engine Optimization, donc toutes les optimisations, cette fois-ci, que vous allez pouvoir faire pour être visible sur ces nouveaux outils d'IA générative, et bien évidemment, la gestion des avis en fait partie. Alors, pour mettre en lumière et confronter en quelque sorte les outils de recherche traditionnels, donc les fameux moteurs de recherche, avec un marché dominé, vous le savez, par Google à hauteur de plus de 90%, donc on peut parler d'une position monopolistique, suivi ensuite par, de manière très, très faible et très marginale, Yahoo, Quant et Bing. Donc vous connaissez, vous allez tous les jours sur Google ou d'autres pour faire vos recherches. Vous connaissez très bien le fonctionnement et on verra un exemple juste après. Et depuis donc l'avènement des IA, on a des nouveaux modèles de moteurs de recherche qui sont basés à 100% sur l'IA générative, comme Perplexity ou plus récemment SearchGPT. Donc ce sont vraiment des moteurs de recherche, ils fonctionnent comme un moteur de recherche, mais ils sont basés sur l'intelligence artificielle et vous allez le voir, au niveau de l'expérience utilisateur, c'est un peu différent, bien sûr, par rapport aux moteurs de recherche traditionnels. Et à la croisée des chemins, on a les mastodontes qui ne comptent pas se laisser faire et veulent rester compétitifs dans ce domaine de la recherche et qui vont lancer leurs propres outils d'IA incorporés dans les consoles de recherche pour pouvoir concurrencer ces nouveaux modèles. C'est le cas de Google avec son service rebaptisé AI Overviews qui utilise la technologie Gemini qui n'est pas encore disponible en France, qui est en état de test depuis maintenant 1 an aux États-Unis, en Inde et dans d'autres pays, qui tarde un petit peu à arriver en Europe. Alors, Google ne donne pas réellement de raison, mais on peut imaginer que par rapport à toutes les régulations qu'on peut retrouver en Europe, Google est assez prudent finalement avant de déployer des nouveaux dispositifs et préfère tester ailleurs. Et on a aussi Copilot, qui est intégré à Microsoft Bing. Là, c'est déjà disponible, donc vous pourrez aller tester. Donc très clairement, vous êtes dans le moteur de recherche, vous posez une question et c'est l'IA qui va vous proposer une réponse. Alors, je parlais des recherches traditionnelles. Prenons un exemple très simple pour illustrer mon propos. Je suis actuellement à la recherche de nouvelles fenêtres pour ma maison ou éventuellement de faire un ravalement de façade. Et j'ai entendu dans mon entourage que Triba était une société a priori sérieuse et je devais creuser, essayer de me renseigner pour en savoir plus. Donc, je vais assez naturellement m'orienter vers un moteur de recherche, a priori Google, et je vais taper le nom de la marque qu'on m'a évoqué et je vais taper une notion de localité. Si j'habite à Vincennes, je vais naturellement taper Vincennes. Et donc, les résultats proposés, vous les connaissez. Et quand j'évoquais tout à l'heure le SEO, c'est le fait de pouvoir optimiser, donc d'avoir des avis, d'avoir un contenu pertinent sur votre site. Et donc, on va retrouver les premiers liens qui sont les liens de l'écosystème de la marque en question.
et puis ensuite éventuellement des plateformes d'avis, on le voit ici avec les pages. Et sur la droite de l'écran, de manière assez classique, la fiche de l'établissement en question qui va être proposée, avec également notre review pack qu'on évoquait tout à l'heure, donc la notion d'avis. Donc ça, c'est assez classique, c'est des requêtes que vous faites a priori tous les jours, que vous connaissez, et donc ça va perdurer dans le temps, bien évidemment, il faut conserver cette stratégie de SEO. Maintenant, si on fait la même chose en passant par une IA générative, en passant par ChatGPT, en étant sur les mêmes mots-clés, déjà, on se rend compte que c'est beaucoup moins l'usage sur ChatGPT d'insérer des mots-clés. Habituellement, on va plutôt poser une question. Et donc là, le fait de lui indiquer Triba Vincennes, l'IA ne comprend pas forcément. Et elle me pose une question. Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous souhaitez savoir sur Triba Vincennes? Est-ce que vous faites bien référence aux spécialistes des fenêtres? Et donc, je suis obligé d'apporter une réponse oui. Et ensuite, vous le voyez, donc j'ai un détail d'informations qui va m'être proposé. Mais en termes d'expérience utilisateur, même si je retrouve des informations pertinentes, je ne trouve pas que ce soit ce qu'il y a de plus adapté. Maintenant, si je passe par Search GPT, donc qui est cette fois-ci le moteur de recherche basé sur l'intelligence artificielle, alors là, tout de suite, en termes d'expérience utilisateur, ça prend une autre dimension. Déjà, en mettant les mots-clés Triba Vincennes, l'outil comprend que je suis en train de faire une recherche, que je veux des informations sur cet établissement. Et donc, je vais retrouver, vous voyez, les horaires d'ouverture, le numéro de téléphone. On va même me dire que les services qui vont être proposés, les points forts, le côté professionnalisme et du multimédia avec notamment une photo et pourquoi pas aussi à terme la vidéo. Et puis les sources, bien sûr, qui vont être indiquées et je vais pouvoir cliquer et arriver dans l'écosystème de la marque. Donc, c'est déjà beaucoup plus adapté que ChatGPT en lui-même pour ce type de requête. Troisième exemple, si j'utilise Perplexity, qui est lui cette fois-ci, encore une fois, un moteur de recherche aussi basé sur l'IA générative, on a une expérience utilisateur qui est cette fois-ci, selon moi, très aboutie, où on va retrouver donc les sources finalement reprises par le moteur de recherche, et puis on va retrouver les informations, on va retrouver la cartographie, on va me pointer exactement le lieu de cet établissement, des photos, des vidéos, la mise en avant des points forts et des services proposés. Donc, ce que je souhaitais vraiment mettre en lumière, c'est que vous montrer qu'il y a des usages qui vont être différents selon le besoin du consommateur, selon le besoin de l'internaute. On ne va pas se diriger vers les mêmes outils. Aller faire une requête sur un établissement juste sur un outil que d'IA générative, c'est moins adapté finalement que sur un moteur de recherche qui va être basé, lui, sur cette IA générative. Même si on va obtenir les mêmes informations en quelque sorte, la manière dont ça va être redistribué. Maintenant, pour faire un focus cette fois-ci, pour se concentrer vraiment sur la partie avis client et réputation, comment ces nouveaux moyens de mener des recherches nous restituent ces informations. Et donc, j'ai posé la question assez clairement à Perplexity en lui disant, voilà, moi j'ai identifié Optical Center, j'ai besoin de changer de lunettes. Et pour moi, en tant que futur client, il y a 2 points qui sont essentiels. C'est l'accueil et c'est le conseil. Et donc, je vais assez naturellement poser la question suivante. L'accueil et le conseil sont-ils au rendez-vous chez Optical Center Mo? Et donc, voici la réponse selon les avis des clients. Donc, tout de suite, on voit que l'IA s'est basée sur cette source d'information pour construire sa réponse. Et donc, j'ai les points forts qui vont être énoncés. Donc oui, on est bien sûr un établissement qui est accueillant, oui, c'est bien professionnel, enfin, il y a bien du professionnalisme de la part des équipes, et on a même des exemples de témoignages, donc des avis qui vont être repris, on est bien accueilli, le conseiller est très bien, etc., etc. Et toujours la notion de multimédia qui est importante pour l'expérience utilisateur avec les photos, les vidéos et aussi le fait de pouvoir trouver les établissements. Mais moi, j'ai voulu aller plus loin. Alors, c'est intéressant la réponse qui est proposée. Oui, on a des sources, mais j'ai surtout envie d'essayer de comprendre sur quoi se base l'outil exactement pour me fournir cette réponse. Et là, la réponse est intéressante puisque il me répond assez clairement qu'il s'est basé principalement sur le site internet de la marque, donc d'Optical Center. Le fait d'avoir des avis authentiques sur son site, eh bien, c'est une source qui va être reprise. Et le fait aussi que cette marque travaille avec une plateforme spécialisée dans les avis, en l'occurrence la Custplace, mais ça pourrait être une autre. Mais en tout cas, c'est ces informations-là qui vont être reprises. Et on nous cite aussi, bien sûr,
les points forts, les points communs des avis, et va nous expliquer finalement quel a été son cheminement pour citer ces 2 sources évoquées. Moi, il y a quelque chose qui m'a tout de suite sauté aux yeux, c'est le fait qu'on n'ait pas les avis de Google qui soient repris. Alors, c'est assez logique finalement, parce que Perplexity a pour ambition de concurrencer Google Business Profile, pour ambition, veuillez m'excuser, de concurrencer Google sur la partie recherche, et donc il est assez naturel qu'il ne va pas aller citer les avis de Google Business Profile. Mais il nous fait quand même, donc je lui ai posé la question et il nous fait cette réponse. Alors, il ne va pas nous dire parce que c'est mon concurrent, je ne vais pas le citer. Il nous dit je ne cite pas directement les avis de Google car je me concentre sur des sources spécifiques. C'est ça qui est intéressant comme terme, hein, spécifiques, qui fournissent des évaluations détaillées et vérifiées comme QSplace est le site officiel d'Optical Center. Donc là, Perplexity en profite pour mettre un petit taquet en quelque sorte, pardon pour l'expression triviale, à Google, tout en nuançant avec la phrase d'après, en disant cependant les avis sur Google sont également très pertinents et peuvent refléter l'expérience des clients. Donc en synthèse, vraiment avoir en tête qu'aujourd'hui, ces outils alternatifs finalement ne se basent pas sur les avis qui vont être présents sur Google, mais plutôt sur des sources qu'ils jugent légitimes et aussi qui vont être présents dans votre écosystème en tant que marque. On a également posé une autre question. Si vous avez un réseau d'établissements aujourd'hui, ça peut vous intéresser de savoir quelles sources sont utilisées par les IA lorsqu'on pose une question au sujet d'un réseau. Voici la réponse. Donc, lorsqu'on me pose une question concernant un réseau d'établissements, j'utilise donc plusieurs sources qui me permettent d'évaluer la réputation et la qualité du réseau. Et voici ce que je vais privilégier. Donc, le site officiel du réseau, donc le fait d'avoir des pages pour les agences, pour les magasins, ou ce qu'on appelle aussi des store locators, et d'avoir une source d'avis disponible, d'avis authentique dessus, eh bien, c'est la première source qui va être reprise. Et puis aussi les plateformes d'avis généralistes, bien sûr, et les plateformes spécialisées, on l'a vu tout à l'heure, comme TripAdvisor ou encore The Fork. Voilà, pour clôturer ce webinaire, je vous propose de regarder ensemble toute la partie régulation, qui annonce en quelque sorte un avenir incertain. Google reste un leader évidemment, mais un leader qui est de plus en plus contesté et de plus en plus attaqué. Alors, cette fois-ci, ces attaques viennent non pas de l'Union européenne, mais du département de la justice américain, qui souhaiterait que Google puisse céder Google Chrome, donc puisse le vendre pour réduire vraiment la concentration du pouvoir qu'a Google dans l'écosystème numérique. Donc, première demande en tout cas. La deuxième, c'est d'arrêter également la position monopolistique avec Android. Aujourd'hui, si vous n'avez pas d'iPhone, vous avez un Samsung ou autre marque, Huawei, etc., eh bien, vous êtes sur Android qui a, je crois, 70 ou 80% de part de marché, donc une position quasi monopolistique. Et donc, il y a le souhait, finalement, du département de la justice de casser à chaque fois la position monopolistique de Google. Et c'est la même chose pour le troisième point qui va être demandé, le fait de céder les parts qu'a Google dans des entreprises d'intelligence artificielle qui sont concurrentes. Google investit massivement dans sa propre IA, qui est Gemini, on l'a vu tout à l'heure, mais investit également massivement dans des sociétés concurrentes, avec, on peut l'imaginer, ambition peut-être un jour de pouvoir racheter, faire de la croissance externe. Et donc le département de justice américain veut à tout prix éviter de recréer ces positions monopolistiques. Donc, pour l'instant, il n'y a aucune décision finale qui a été prise, mais il y a des discussions on va dire, autour de ces mesures, des discussions qui vont être actives. Et on voit quand même certains signaux arriver. Pas plus tard que ce matin, j'ai mis à jour mon iPhone et j'ai eu le message suivant avant d'aller faire une recherche sur le web. Ça a été de choisir mon navigateur par défaut. Donc, vous voyez, on me propose bien sûr Safari, on va me proposer Edge de chez Microsoft et on va me proposer aussi Google Chrome. Mais c'est moi, en tant qu'utilisateur, qui doit avoir une action et faire ce choix. On ne me l'impose pas. Google avait été retoqué il y a quelques temps, avait été attaqué aussi sur son partenariat qu'il avait noué avec iPhone et la mise en avant un peu déloyale, en tout cas c'est ce qui était considéré sur les iPhones.
Voilà, en synthèse, pour terminer, sur, ce, webinaire et cette projection que nous avons sur, 2025, il faut, ça c'est le premier point essentiel selon nous, pouvoir diversifier vos sources d'avis. On l'a évoqué, en introduction de ce webinaire, avec les régulations européennes, avec les changements, le fait de proposer, de disposer surtout, de vos propres avis dans votre écosystème, c'est évidemment un plus et d'être visible aussi sur les plateformes qui ont du sens, par rapport à votre secteur d'activité. Donc tout secteur d'activité confondu, on a évoqué page jaune, mais si vous avez un hôtel ou un restaurant, ça peut être intéressant de regarder, les avis proposés sur TripAdvisor et sur The Fork. Donc ça, c'est le premier point. Ça va être aussi, en lien avec les pages jaunes, on l'a vu, l'émergence d'Apple Business Connect, donc les fiches établissements visibles, sur Apple Plan dans l'écosystème d'Apple, qui souhaite, je le rappelle, concurrencer, Google et donc pouvoir, vous assurer que vous ayez, déjà des fiches et si c'est pas le cas, bah, pouvoir en créer. Je vous invite à le faire puisqu'encore une fois, c'est gratuit et ça vous donnera un avantage compétitif. Et là, la source d'avis, ça fait du lien avec le fait de diversifier ses sources. La source d'avis qui va être reprise, la source principale, ce sont les avis des pages jaunes, donc il peut être intéressant aussi de disposer d'avis, sur ce média. Ensuite, en troisième point, on l'a évoqué en détail, c'est d'exploiter finalement les nouveaux outils d'intelligence artificielle pour être sûr que vous êtes bien repris, que vous êtes bien visible et donc pour ça, disposer encore une fois d'avis dans son écosystème pour vous positionner une fois de plus par rapport à vos concurrents qui ne se saisiraient pas encore de ces sujets. Et enfin, c'est, de bien sûr continuer votre stratégie de SEO. Pour être bien clair sur le sujet, l'IA ne va, en tout cas pas demain, remplacer encore les moteurs de recherche. Ça vient vraiment en complément, ça vient concurrencer, mais on n'en est pas encore au stade du remplacement, au moment où on en parle. Et du coup, il est évidemment essentiel de perdurer votre stratégie de SEO, ce que vous faites déjà sur les moteurs de recherche traditionnels. Il faut évidemment pas le mettre de côté, mais pouvoir vous intéresser à ce qui se fait de nouveau et d'essayer d'avoir un complément de visibilité, encore une fois, sur ces nouveaux outils. Voilà pour la synthèse des différents sujets évoqués ce matin. Je vous remercie pour votre disponibilité, pour votre participation. J'espère que toutes ces informations vous auront été utiles. N'hésitez pas s'il y a des questions dans le chat. Comme toujours, on peut prendre quelques instants pour y répondre. Sinon, moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire le jeudi 23 janvier 2025 à partir de 11 heures. La thématique sera la suivante: comment l'IA conversationnelle bouleverse les résultats locaux grâce aux avis clients. Donc, on a commencé à en parler dans ce webinaire. On fera vraiment, on se concentrera vraiment en détail sur cette thématique. D'ici là, si vous souhaitez que l'on puisse échanger aussi, n'hésitez pas. Vous avez mes coordonnées, vous me trouverez assez facilement sur LinkedIn ou par mail sur thibaut@cusplace.com. Si vous souhaitez qu'on échange pour un audit, pour évoquer ces sujets d'IA, ces nouvelles plateformes, voilà, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Et en tout cas, merci de votre participation une fois de plus. Je ne sais pas s'il y a des questions. Hop, je vais reprendre le chat. Il y a peut-être eu des questions au fur et à mesure du webinaire. Et je pense qu'on vous a apporté des éléments de réponse. Alors oui, il y a plusieurs questions autour du replay. Effectivement, il y a un replay. Vous allez recevoir le lien. Et qui plus est, nous partageons toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller sur YouTube, à taper Cusplace et vous trouverez plusieurs de nos webinaires. On évoque régulièrement des sujets en lien avec l'actualité, comme on a pu le faire aujourd'hui avec l'IA notamment, et on essaie toujours d'avoir en fil conducteur un lien avec évidemment l'e-réputation et le sujet des avis. Donc rassurez-vous, vous recevrez le lien en synthèse par mail et vous aurez aussi, à terme, si vous perdez le lien, vous aurez accès à notre chaîne YouTube et vous pourrez retrouver ce contenu ainsi que les autres contenus. Ouais, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Merci, plus de questions. Alors merci à toutes et à tous. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous donne donc rendez-vous si vous le souhaitez
pour un prochain webinaire, comme je disais, le jeudi 23 janvier à partir de 11 heures.